Et donc, comme tu l'as dit également, l'OCT est complémentaire du champ visuel. Et donc, on va terminer. Je vais laisser la parole au professeur Cédric Schweizer en vous parlant d'un examen qui reste un examen fondamental pour le diagnostic et le suivi d'un glaucome. Donc, l'étude de la fonction, le champ visuel. Et donc, Bien, merci Cédric. beaucoup. Merci beaucoup pour ton invitation. Je vais donc partager mon écran. Alors effectivement, on va parler du champ visuel. Ce n'est pas le moindre des examens réalisés dans le glaucome. Euh, c'est évidemment un test qui est subjectif, à contrario avec l'examen OCT, qui est une imagerie purement objective, qui est une analyse purement objective de la rétine et du nerf optique. Ça nous permet d'analyser les cellules ganglionnaires rétiniennes dont le nombre varie de 700 000 à 1 500 000. C'est une analyse qui est aussi complémentaire de la fonction fovéolaire, donc, puisque ça analyse la périphérie de la fonction visuelle. Donc, ce sont des informations qui sont également complémentaires par rapport aux imageries de haute résolution, et on va voir pourquoi. Et donc, ça a évidemment un intérêt dans le glaucome, mais pas seulement, également en neuro-ophtalmologie. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que le champ visuel, même s'il n'est pas toujours facile à réaliser par les patients, fait partie du diagnostic de la définition du glaucome selon toutes les sociétés savantes et notamment la Société européenne du glaucome. Alors le test, évidemment, il est réalisé par le patient, c'est ce qui en fait sa limite parfois. Donc le patient a la tête dans une coupole. Il doit fixer le point central. Il y a une caméra qui analyse la fixation, comme vous pouvez le voir en bas sur l'image, sur la vidéo. Et on voit que les spots sont présentés, des spots lumineux sont présentés sur un fond blanc très lumineux également. Et donc, il s'agit de ce qu'on appelle une sensibilité lumineuse différentielle, et donc la capacité du patient à discriminer en tous les points de la rétine deux intensités différentes de lumière. Et donc en général, ça commence par le centre des quatre cadrans et les algorithmes ensuite estiment quelle est la sensibilité aux alentours et effectuent des tests à partir de ces seuils cardinaux. Alors, comment interpréter le champ visuel? Donc, c'est évidemment, faut toujours regarder déjà de fiabilité, ça, on en a l'habitude, les faux positifs, les faux négatifs, les paires de fixation, mais également le gas tracking. Donc, les paires de fixation, bah, ça correspond au moment où le spot lumineux est envoyé sur le nerf optique, et donc le patient n'est pas censé répondre à ce stimulus lumineux. Les faux positifs, c'est évidemment lorsque le patient clique à tort lorsqu'il n'a pas de présentation de points lumineux. Et le faux négatif, c'est lorsque le patient euh, ne clique pas sur le bouton lorsqu'un spot lumineux qu'il avait déjà identifié et qui est surestimé de 6 décibels est présenté au patient. Donc ça, ce sont les critères de fiabilité, mais il est très important de le confronter aussi à la fixation, au gas tracking qui apporte des informations vraiment complémentaires. Donc le gas tracking, c'est ce que vous voyez en bas. Donc tous les champs visuels ne l'ont pas, mais le plus fréquent l'analyse. Et donc en fait, ce qui est analysé, c'est la déviation du regard pendant l'examen. Donc vous avez en longitudinal la durée du test. Et puis, plus le pic est haut, plus ça signifie qu'il y a une déviation au cours du test. Donc là, vous voyez que ce patient a particulièrement bien réalisé son champ visuel. Et lorsqu'il y a une déviation vers le bas, ça ne signifie pas que le regard est dévié, ça signifie qu'à ces temps-là de l'analyse, le reflet cornéen n'était pas analysable, soit du fait de clignement, soit du fait parfois de sécheresse oculaire. Et donc c'est également très informatif parce qu'évidemment, plus les pics sont importants, plus cela va signifier qu'il y aura une espèce de brouillard dans l'analyse des différents points lumineux. Alors après, les autres indices qui sont notés en haut, ils sont assez standards. La taille du stimulus, c'est 3. C'est assez invariable, ça a été déterminé finalement de façon assez arbitraire. Ce sont des stimulus qui font 0,4 degrés de diamètre. Et il y a quelques études réalisées par nos collègues optométristes pour déterminer si changer la taille du spot permet d'améliorer la sensibilité du champ visuel, par exemple, sur des atteintes plus avancées. Mais actuellement, c'est assez figé. Enfin, c'est figé.
Le fond, l'intensité du fond lumineux, c'est 31,5 à positive. En général, enfin, c'est figé aussi. Euh, En ce qui concerne la réfraction, il est très important aussi qu'elle soit notée. On peut raisonner en équivalent sphérique, mais à partir d'une dioptrie 25, une dioptrie 50 d'astigmatisme, il faut corriger pleinement la réfraction. Donc voici pour les indices de fiabilité. Ensuite, il y a le seuil fovéal qu'il faut impérativement regarder également, puisqu'il est assez informatif sur ce qui se passe. Normalement, dans le glaucome, le seuil fovéal est longtemps conservé. Et donc, normalement, la sensibilité lumineuse en ce point est censée être suffisamment élevée. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir chez ce patient qui a une atteinte paracentrale avec un déficit dans une zone décalée de 6 degrés qui est assez importante, mais le seuil fovéal est plutôt conservé. Donc, ce qu'on observe, c'est la carte des sensibilités rétiniennes. C'est réellement ce qui est mesuré par la machine. Donc, sur les 54 points lumineux de ce champ visuel. Donc là, il s'agit d'un champ visuel 24,2, mais il en existe aussi des 30 degrés. 24,2, pourquoi? Puisque c'est l'évaluation du champ visuel sur 24 degrés et tiré 2, puisqu'en fait, dans le secteur nasal, cela va jusqu'à 30 degrés d'évaluation. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Puisque la sensibilité lumineuse différentielle de la rétine, enfin la sensibilité rétinienne, en fait, diminue considérablement de façon abrupte au-delà de ces angulations et ça a moins d'intérêt d'évaluer la sensibilité rétinienne dans ces points-là. Attention au piège des cartes en niveau de gris ou en niveau de couleur, ça dépend là aussi des machines, puisqu'évidemment, vous voyez que avec ce champ visuel, le seuil fovéal est à 31 décibels et peut aller peut parfois être un petit peu plus haut. Et bien en fait, les niveaux de gris ne dépassent pas 9 pour ce champ visuel par exemple. Donc attention au piège et qui pourrait sous-estimer l'apparition d'un scotome ou son approfondissement. Ensuite, ce qui est tout aussi important, voire plus important dans l'analyse du champ visuel, c'est la carte des déviations totales, qui en fait détermine la diminution de la sensibilité rétinienne du patient par rapport à une norme de population qui sont rangées par catégorie d'âge et par genre également. Et donc, vous voyez ici les déficits par rapport à la norme en chacun des 54 points. Et en bas, vous avez une analyse un peu statistique qui correspond au pourcentage de population qui a ces valeurs-là. Évidemment, lorsqu'on est à moins de 5%, c'est considéré comme pathologique en médecine. Une carte un petit peu plus difficile à comprendre, mais qui est néanmoins très utile, c'est la carte des déviations individuelles. Et sur la prochaine diapositive, je vous montrerai comment ça fonctionne. En fait, ce sont des valeurs qui sont calculées à partir de la carte des déviations totales et qui est censée souligner les déficits focalisés par rapport à la carte des déviations totales qui peut être impactée par les troubles des milieux, notamment cornée, cristallin, ou des anomalies diffuses de la sensibilité rétinienne qu'on peut observer chez le myope ou dans les cas extrêmes, les pathologies telles que la rétine pigmentaire. Et donc, en fait, cette carte des déviations individuelles, par une méthode que je vais vous montrer sur la diapositive d'après, nous permet de faire ressortir des déficits très focalisés qui sont en général assez spécifiques du glaucome ou des atteintes neuro-ophtalmo d'ailleurs, on peut généraliser. Et enfin, il y a les indices globaux, MD, PSD, VFI, GHT. Bien, le MD, c'est pas autre chose que la somme globale de tous ces points, et donc le déficit par rapport à cette même catégorie de population, euh, enfin en tout cas par tranche d'âge et de sexe. Le PSD, ben, évidemment, c'est issu de la carte des déviations individuelles. Le VFI qui analyse au Visual Field Index qui analyse plutôt la sensibilité rétinienne au centre en attribuant un coefficient de pondération plus important pour ces valeurs-là. Et enfin, le Glaucoma Hemifield Test, qui est issu des cartes de Garway-His, d'épaisseur, enfin de répartition des fibres nerveuses rétiniennes autour du nerf optique. Et donc, vous voyez ici qu'il y a 5 zones qui correspondent à des clusters et donc sont comparés des clusters de points entre la partie supérieure et la partie inférieure. Il en ressort
une analyse statistique qui nous dit si on est dans la norme, si on est borderline ou si on est en dehors des limites de la normale. Et donc, c'est assez spécifique des atteintes glaucomateuses. Alors, je reviens à la carte des déviations individuelles comme promis. Euh, donc, pour comprendre de quoi il s'agit, en fait, les points vont être classés par ordre de puissance de valeur décroissante, donc de la plus élevée à la moins élevée. Et à la septième valeur sur 54, qui correspond au 85e percentile, eh bien, en fait, il y a un facteur correctif de plus 6 décibels qui sera attribué. Et ça va être comparé à une base de données normative. Donc, toujours de la même manière, une base de données de patients de même catégorie d'âge et de même sexe. Et donc, ça permet en fait de mettre en évidence les déficits focalisés. Enfin, ce qu'il faut connaître sur l'analyse du champ visuel, c'est la classification de sévérité du glaucome. Notamment, c'est la classification d'ODAP Paris-Chandelsson, mais il y en a d'autres, mais en général, c'est la plus reconnue, en tout cas, au moins dans la littérature. Et du coup, ça correspond la plupart du temps aux recommandations liées aux résultats des grandes études thérapeutiques. Donc, les déficits débutants, c'est lorsqu'il y a moins de 6 décibels de perte euh, en utilisant le paramètre global MD. Puis vous voyez ici qu'il y a d'autres paramètres au centre en paracentrale. Les déficits modérés, c'est lorsque le MD est compris entre moins 6 et moins 12 décibels. Et les déficits sévères, c'est lorsqu'on est en dessous de moins 12 décibels de perte. Analyse de progression. Là aussi, vous avez des critères de fiabilité, mais ce qui est intéressant dans l'analyse de progression, c'est exactement comme pour l'OCT, comme vous l'a présenté le professeur Giraud. Il faut toujours faire une analyse qu'on appelle tendancielle et une analyse événementielle, qui vont vous apporter des informations réellement complémentaires, en plus de l'analyse tendancielle et événementielle de l'OCT. Donc, l'analyse tendancielle, c'est quoi? C'est simplement le suivi évolutif des indices globaux et qui vont être rangés euh, chronologiquement. Et donc, on va voir quelle est la tendance et donc quelle est la perte en décibels par an ou en pourcentage lorsque c'est le VFI qui est mis, comme c'est le cas ici. Donc c'est assez intéressant pour déterminer les vitesses de dégradation et d'évaluer des facteurs correctifs lorsqu'on a changé de traitement. Ça nous permet de voir si la courbure, la pente de dégradation est brisée ou non. Et puis vous avez l'analyse événementielle qui détermine des atteintes plus précoces, puisqu'évidemment, ce n'est pas une moyenne, mais on va regarder les points, les 54 points individuellement. Et donc, il y a une analyse statistique qui ressort, où en fait, vous avez des niveaux des triangles avec des niveaux de gris ou de noir pour nous dire si le déficit qui est observé de façon longitudinale en ce point-là euh, dévie de la norme, sachant qu'on perd tous effectivement la sensibilité rétinienne au cours de la vie. C'est en général en MD 0,6 décibels par décennie. Et donc là, ça analyse au niveau focal, en chaque point, la perte de sensibilité rétinienne. Et donc quand c'est organisé en cluster, c'est encore plus fort. Et ça permet des analyses, des diagnostics un peu plus précoces de la progression. Alors, quelles sont les applications cliniques et forces et limites du champ visuel qu'il faut connaître? La première, c'est la courbe d'apprentissage et la sensibilité de ce test. Lorsqu'on regarde les performances diagnostiques du champ visuel, bien en fait, c'est un examen qui a une très bonne sensibilité pour déterminer des déficits. Cependant, il y a une vraie courbe d'apprentissage puisque la spécificité, euh, lors du premier test, elle n'est pas plus haute que 38% et elle monte à 73% lorsqu'on fait un deuxième, lorsqu'on fait une itération, hein, lorsqu'on fait un deuxième test. Et donc, ça montre qu'il y a une réelle courbe d'apprentissage pour le patient. Deuxième point à connaître, c'est la variabilité du test. Donc, ce graphique peut paraître un peu compliqué à lire, mais vous allez voir qu'il n'est pas si compliqué que ça à lire. Vous avez la sensibilité rétinienne qui est rangée en abscisse, donc de 0 à 36 décibels. Et ça, c'est la sensibilité testée sur un même point. Donc, on a pris le même patient, on lui a fait 4 champs visuels, pour dire les choses simplement. Donc, vous avez ici les valeurs du premier test et les valeurs moyennes avec des déviations standards des retests. Et donc, vous avez l'analyse de l'ensemble des points, des 54 points du champ visuel. Et donc, qu'est-ce que ça montre?
ben, ça montre que lorsque la sensibilité rétinienne dépasse 15 ou encore mieux 20 décibels, ben, finalement, il y a assez peu de variation dans la réponse du patient. Donc, c'est-à-dire que si le patient répond 28 décibels, répond à 28 décibels, et ben, il y a beaucoup de chances qu'il réponde 28 décibels au retest, enfin, lors d'une itération du champ visuel. En revanche, on voit que lorsqu'on descend en dessous de 15 décibels, on voit qu'il y a une variabilité plus importante dans la réponse. Et pourquoi est-ce qu'on observe ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons liées au patient et aux algorithmes de la machine, puisque ce sont des tests psychophiliques, et donc il peut y avoir des variabilités individuelles, une fatigabilité du patient. Plus le test est long, plus la variabilité est importante. C'est aussi lié, puisqu'il ne faut pas oublier que le champ visuel, et c'est aussi son intérêt, le champ visuel évalue la fonction visuelle, et donc inévitablement, ça évalue la souffrance des fibres nerveuses rétiniennes. Et donc, c'est pour cette raison qu'on peut parfois avoir des modifications de champ visuel, notamment après une chirurgie qui modifie souvent drastiquement la souffrance des fibres nerveuses. Et enfin, l'autre grande origine de la variabilité du test, c'est l'absence d'eye tracking, puisque en chaque point l'écart entre chaque point est de 6 degrés, ce qui est quand même assez important. Et donc, si le patient dévie un peu, bah, évidemment, ça crée un flou supplémentaire et ça augmente la variabilité du test. L'autre difficulté, c'est que l'évolution du glaucome, elle est quand même assez lente sur le champ visuel, donc c'est plutôt bien quand même pour le patient. Mais du coup, ça signifie que pour nous, c'est plus difficile de mettre en évidence des dégradations lorsqu'elles existent, donc une perte en fibre optique. Et donc la même équipe, et donc l'équipe de Schoan a notamment démontré le nombre de champs visuels qu'il était nécessaire de réaliser pour mettre en évidence une progression avec différents seuils de vitesse de dégradation. Et donc, vous voyez ici que pour une sensibilité de 80%, donc qui est quand même assez bonne, si on veut mettre en évidence un changement de 1 décibel, eh bien, sur une période de 2 ans, il faut faire 7 champs visuels, de 3 ans, 6 champs visuels, et de 5 ans, 4 champs visuels. Donc, vous voyez qu'il faut savoir répéter les champs visuels, notamment lorsqu'on a un doute, euh, et encore plus si les champs visuels sont bien faits. La troisième force et limite, c'est la représentation spatiale des déficits avec un espacement des points de 6 degrés, comme je vous l'ai dit. Du coup, la difficulté, c'est que ça va avoir un problème pour délimiter de façon nette les scotomes. Et donc, ça peut expliquer aussi la variation dans l'analyse du champ visuel. Et du coup, pour contrecarrer un peu ces situations-là, il faut parfois savoir demander dans les atteintes précoces, parfois un champ visuel 10 degrés, puisqu'on a l'habitude de le réaliser lorsqu'il y a des atteintes qui sont déjà profondes au niveau du centre pour suivre les patients. Mais comme il y a plus de tests qui sont testés au centre avec un espacement qui n'est que de 2 degrés, eh bien parfois, lorsqu'on a un doute sur un déficit glaucomateux, bien, malgré tout, on peut mettre en évidence un déficit sur le champ visuel 10 degrés qui n'existait pas sur le champ visuel 24 degrés. Parce que la concentration, malgré tout, en fibre optique est assez importante dans cette zone-là, sur une zone euh, qui est assez petite, il y a une concentration importante en fibre optique. Et donc, en fait, dans cette étude, 22% des champs visuels 24 degrés normaux avaient des anomalies sur le champ visuel 10 degrés. Et enfin, quatrième force ou limite, c'est la redondance des cellules ganglionnaires rétiniennes. Donc, c'est l'équipe de Quigley qui avait montré ça il y a quelques années et qui montrait la concentration des axones dans chaque point du champ visuel qui était analysé. Et en fait, ça montre que pour avoir une perte focale de 5 décibels, ce qui est quand même déjà assez important, eh bien, il faut une perte anatomique de 25% des axones. Donc, c'est très bien pour les patients, évidemment, qui aient des redondances, c'est-à-dire que les cellules ganglionnaires se complètent et qu'il y a un overlap de fonctionnement. Mais du coup, ça signifie que le champ visuel peut méconnaître un déficit euh, très débutant sur certaines zones. Et donc, du coup, ça permet d'illustrer l'histoire naturelle de la maladie du glaucome, où en fait, c'est une perte accélérée en fibre optique. On perd tous des fibres optiques au cours de la vie. Donc, le glaucome, c'est une perte accélérée. Et en fait, au stade initial de la maladie, l'imagerie va souvent prédominer sur le champ visuel. Et au stade plus avancé, c'est le champ visuel qui sera beaucoup plus sensible euh, aux modifications, donc à l'évolution du glaucome, que l'imagerie. Et en général, au stade modéré, il y a une bonne corrélation structure-fonction.
Donc, je voulais également souligner la complémentarité de l'analyse structure-fonction, même s'il ne faut pas systématiquement chercher à l'obtenir. Mais ce qui est très important, c'est pour une détection précoce de réaliser une analyse événementielle et tendancielle de la structure et de la fonction. Et c'est dans ces cas-là que vous arriverez à avoir des paramètres qui commencent à bouger et que vous pourrez suivre pour voir s'ils continuent à évoluer ou non. Ça vous permettra de faire des détections précoces de la dégradation. Alors, quels sont les autres types de champs visuels qui existent pour avoir une vision un peu exhaustive de la situation? Donc, vous avez le périmètre automatisé standard dont je vous ai parlé, qui est le gold standard dans l'analyse du glaucome et de la neuro-ophtalmologie. C'est un test de sensibilité lumineuse différentielle qui analyse l'ensemble des cellules ganglionnaires rétiniennes. L'avantage, c'est que ça peut analyser tous les stades de sévérité. L'avantage aussi, c'est qu'il y a de très nombreux algorithmes développés. Et l'autre avantage que je n'ai pas noté ici, mais dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que toutes les études thérapeutiques sont basées sur le champ visuel automatisé standard et sur les stratégies qu'on utilise en pratique courante. L'inconvénient, comme je l'ai dit, c'est la variabilité intertest qui peut être parfois une limite pour certains patients. Champ visuel bleu-jaune, c'est de moins en moins réalisé avec des recommandations de plus en plus faibles d'utilisation, notamment de la Société européenne du glaucome. C'est un test de sensibilité lumineuse différentielle, mais qui analyse plutôt la voie coniocellulaire. Et il a été montré que ça permettait de mettre en évidence des atteintes plus précocement que le champ visuel blanc sur fond blanc, avec des spots blancs sur fond blanc. Mais comme ce champ visuel est très sensible aux troubles des milieux, ça le rend très peu spécifique. Et donc de peu d'intérêt en pratique courante. Il y a très peu d'indications éventuellement sur les glaucomes juvéniles, mais ça se réduit de façon assez importante. Il y a la micropérimétrie, essentiellement utilisée en rétine. C'est un test de sensibilité rétinienne qui est un peu différent, qui est couplé à une caméra SLO avec un système de eye tracking, et ça c'est la force, je trouve, de la micropérimétrie qui permet une corrélation structure-fonction, ce qui nous manque dans les champs visuels automatisés standards. Mais c'est sensible également aux troubles des milieux, puis ça analyse un champ visuel un tout petit peu plus restreint. Et puis il y a les champs visuels à par doublage de fréquence, un autre type de stimulus à haute fréquence temporelle et à basse fréquence spatiale qui évalue une autre voie, la voie magnocellulaire, qui est plus sensible au stress pressionnel, puisque ce sont des fibres qui sont un petit peu plus longues. Donc ça permet de mettre en évidence des atteintes précoces, peu affectées par les milieux, mais l'inconvénient, c'est que c'est très peu spécifique là aussi. Donc le champ visuel standard reste la référence euh, pour l'analyse du glaucome et de la neuro-ophtalmo. Et je finirai par les perspectives, puisqu'il y en a. La fonction, il sera toujours très utile d'analyser la fonction. Il y a les champs visuels, soit sur ordinateur portable ou sur tablette, qui sont très intéressants, mais qui restent actuellement limités sur l'analyse périphérique, puisqu'en fait, il est assez difficile d'avoir une analyse très reproductible au fur et à mesure qu'on va en périphérie. Mais au fur et à mesure, il y a des évolutions qui permettent d'améliorer ça. Et puis, il y a les champs visuels en réalité augmentée qui permettent de garder la courbure de l'œil et donc qui semble-t-il, donne des résultats comparables au champ visuel automatisé Humphrey, puisqu'ils utilisent à peu près les mêmes paramètres et les mêmes façons de fonctionner et la même façon de présenter les points. Mais par contre, il y aurait moins de problèmes de fiabilité. Euh, Notamment des taux de faux positifs moins importants. Les limites, c'est que pour des patients âgés, c'est peut-être un peu moins évident. Et puis, il y avait de rares cas de syndrome vestibulaire décrits. Mais enfin, ça permet des analyses portables plus facilement répétables et moins coûteuses également à terme. Il va y avoir aussi des améliorations sur les algorithmes. Ça, c'est vraiment la façon d'analyser les points qui est très importante, notamment pour les analyses de suivi. Donc, vous avez compris qu'il y avait une variabilité intertest. Et donc, il y a différentes façons d'analyser les points, et notamment les cartes de suivi. Donc, il y a les indices globaux qu'on connaît bien. Puis, il y a l'analyse des points en cluster, les cartes de Garraway-His, pour analyser des asymétries. Et puis, les analyses de progression en chaque point. Donc c'est ce qu'on voit à l'intérieur, donc ça paraît un peu barbare, mais en fait ça permet de voir en chaque point comment est-ce qu'il évolue. Et je finirai sur l'intelligence artificielle qui pourrait apporter des éléments intéressants dans la prise en charge du glaucome et particulièrement dans le champ visuel. Euh, Cet algorithme permettait de déterminer 16 profils d'évolution du champ visuel sur 12 milieux de 7360 patients, un suivi à 5 ans avec un champ visuel tous les 6 mois.
Et donc, ça permettait de déterminer des patterns de progression. Et le fait de déterminer des patterns de progression, la machine pouvait améliorer ses performances dans la détection précoce de la progression. Là, il s'agit d'une analyse, là aussi, un nombre de champs visuels considérable de 672 000, 213 000 lieux, un suivi longitudinal, et qui permettait de montrer qu'en fait, il faut souvent combiner plusieurs paramètres pour détecter une progression de façon plus précoce. Voilà, et cette étude qui permettait de corréler la structure et la fonction en chaque point du champ visuel qui est testé, donc ce qui est quand même assez intéressant, euh, avec un ajustement du RNFL à l'âge, à l'erreur réfractive et aux paramètres du disque, et en utilisant les cartes de Garrow-His. Et donc, ça a amélioré de façon significative la corrélation structure-fonction par rapport à l'existant, en passant de 61 à 78%. Donc, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Cédric, pour ta présentation très claire de notions qui sont quand même parfois complexes, relativement complexes. Alors, on a encore un petit peu de temps. On a reçu quelques questions, donc je vais vous les poser. On va débuter par Emmanuel. Je vais vous poser une question à chacun et si on a encore un peu de temps, on complétera. Emmanuel, pour le suivi d'un GPAO, est-ce que tu fais une gonioscopie à chaque visite de suivi? Et pour le suivi d'un glaucome par fermeture de l'angle, est-ce que tu fais une gonioscopie à chaque visite de suivi? Alors pour le GPAO, en général, c'est des patients qu'on voit tous les 6 mois, c'est les recommandations. Donc je ne le fais pas à chaque fois, mais je pense qu'une fois par an, une gonioscopie s'impose, surtout chez les patients FAC, pour qui il y a une augmentation du volume du cristallin qui peut survenir avec l'âge. Et dans le glaucome par fermeture de l'angle, c'est vraiment au cas par cas, mais en général, on ne va pas laisser l'angle se fermer sans rien faire. Donc effectivement, par exemple, après la réalisation d'une iridotomie, on va contrôler l'examen gonioscopique après. Ça, c'est important. Alors Jean-François, une question sur le pôle postérieur. Quand tu suis un patient, est-ce que tu fais encore une rétinophoto à chaque visite de suivi, en plus de l'OCT et du champ visuel, évidemment? La question de théorie, je dirais qu'il faudrait, parce que les hémorragies, on les voit surtout à la photo et quasiment pas à l'examen clinique. Donc, mais non, je n'en fais pas systématiquement, c'est un peu lourd, mais sinon, il faudrait en théorie le faire. C'est essentiellement pour les hémorragies. Des tout petits vaisseaux sur des glaucomes qui évoluent, c'est tout le risque. C'est tellement rapide à faire que j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Jean-Marie, une question qu'on a reçue. Est-ce que l'enjeu OCT, c'est une question qu'on a souvent, est-ce que l'enjeu OCT a un intérêt? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu penses que dans la pratique courante, ça apporte quelque chose par rapport aux stratégies que tu as déjà, enfin, que tu as évoquées dans ta communication? Oui, c'est intéressant, je pense, en recherche, en confirmation, mais c'est vrai que ça montre quand même, je trouve qu'actuellement, ça manque d'outils pour l'encadrer, pour l'analyser de bonne façon, et ça montre quand même souvent des déficits qui sont déjà bien avérés. Oui, ça montre des choses. Je trouve qu'on a encore un peu du mal à l'intégrer dans les outils de diagnostic courant ou de suivi, quoi. Hum, ouais. Cédric, une question. Est-ce qu'un test du champ visuel central doit, à ton avis, être fait systématiquement ou réservé à certains types de déficits sur le champ visuel 24-2? Non, je ne pense pas que ce doit être fait systématiquement. Évidemment, il faut le réaliser quand il y a une atteinte paracentrale, puisqu'effectivement, il y a plus de points qui sont testés. Et en plus, comme c'est proche de la vision centrale, c'est particulièrement important de détecter des progressions à un stade précoce. Mais par contre, au stade débutant, c'est vraiment si on a un doute que l'OCT n'est pas très informatif et qu'on cherche à déterminer s'il y a réellement un déficit ou non, mais un peu moins s'il y a enfin, en tout cas pas de façon systématique pour les atteintes précoces. Hum. Emmanuel, une autre question. Est-ce qu'on peut faire une gonioscopie dynamique avec un verre à trois miroirs de Goldman? Alors théoriquement, c'est pas fait pour, mais si on n'est pas équipé d'un gonioscope dynamique type verre de Posner, on peut demander au patient de mobiliser son œil, de regarder en haut, en bas, ou éventuellement incliner un petit peu le verre pour avoir une appréciation de la réouverture de l'angle. Mais c'est pas normalement fait pour. Jean-François, une autre question sur la papille. Est-ce que l'aspect de la papille d'un patient qui a un GPN, un glaucome à pression normale,
est différent ou peut être différent dans une certaine mesure qu'un GPAO classique à pression élevée? Ça, c'est une question très difficile pour laquelle il faut répondre. Théoriquement, il y a plus d'hémorragie, il y a plus d'altérations péripapillaires de type zone d'atrophie, il y a plus d'atteintes vasculaires. Et c'est vrai que l'angio-OCT dans ces formes-là pourrait avoir plus d'intérêt. Et à part les hémorragies sont plus fréquentes, on parle jusqu'à 20 ou 30%. Oui, il y a des petits signes, mais c'est le champ visuel surtout qui va nous en donner avec sa topographie particulière. Donc là, les hémorragies, oui, les atrophies, les atteintes vasculaires. Alors, Jean-Marie, une question originale qu'on a reçue, mais intéressante. Est-ce qu'on peut appliquer à l'OCT la règle Isont que Jean-François nous a montré sur la papille? Euh, Est-ce que les fibres en inférieur sur le RNFL sont plus épaisses physiologiquement qu'en supérieur et en nasal qu'en temporal? Ou si d'autres orateurs ont un commentaire? En en théorie, oui. inférieur, on a l'impression qu'il y en a un petit peu plus en inférieur, oui. Oui, je suis assez d'accord. Mais de là à le généraliser, c'est peut-être difficile. Mais oui, on a l'impression effectivement qu'en inférieur, c'est un peu plus épais. Je pense, mais effectivement, question originale que je m'étais jamais posée d'ailleurs, mais je pense à vérifier, mais en théorie, Kira. oui, je pense Ah, effectivement. la double bosse est assez symétrique quand même, hein, si on regarde le déroulé, Ouais, oui, oui, pour oui, un oui. élastique énorme. Et puis, on parle de réflectance des paquets de fibres. On n'est pas à mesurer le nombre de fibres exact. Donc, je pense qu'il y a des propriétés optiques qui interviennent aussi pour moduler la réponse. Alors, une dernière question pour Cédric, et après, je pense qu'on pourra conclure pour être dans les temps. Il y a des casques tu l'as dit, des réalités virtuelles qui peuvent être utilisés pour tester le champ visuel. Il y a des fabricants qui démarchent, et c'est vrai que c'est très pratique, notamment pour les petits centres ou petits cabinets, parce que c'est beaucoup moins volumineux que les champs visuels classiques. Est-ce que tu penses qu'on peut déjà faire Est-ce qu'on peut dire aux ophtalmologistes qui posent la question que c'est utilisable pour le diagnostic et le suivi du glaucome? Bah, alors, c'est difficile à dire parce que ça manque encore un peu de littérature et d'analyse de reproductibilité. Mais cependant, je pense que ça a vraiment de l'avenir. Tout d'abord pour du home monitoring et puis pour passer l'effet d'apprentissage, parce qu'actuellement, les patients ils font un champ visuel tous les 6 mois, il faut venir chez l'ophtalmo, etc. Et donc, c'est quand même plus facile à réaliser dans les salles d'attente si le patient vient en cabinet. Et quand c'est sur des ordinateurs, c'est encore plus facile. Donc, est-ce que ça va devenir le nouveau standard? J'en sais rien, mais en tout cas, ça va permettre de populariser le champ visuel, ça c'est sûr, et je pense que ce sera pas un mal. Oui, je pense, oui. Effectivement, encore un peu de données, mais possiblement, ça sera Oui. utilisable. Eh ben, merci à tous les quatre pour vos très belles communications. Merci à toute l'audience et à FMC pour l'organisation toujours technique parfaite. Le prochain webinaire sera organisé à l'automne après la période estivale et je vous engage à consulter le site internet de la Société française du glaucome pour avoir la date et les informations sur le prochain webinaire. Donc merci à tous et bonne soirée, bonne continuation. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.